s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Si ça vous arrive d'écouter Cube à l'heure où Francis Gosselin est derrière le micro, vous soupçonnez peut-être que j'ai un certain intérêt, voire un intérêt certain pour les chars électriques. Là, je sais que c'est un sujet de la discorde à chaque fois qu'on l'aborde, mais que voulez-vous, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et contrairement à Obélix, je n'ai pas gonflé, mais je suis tombé un peu en amour avec la patente. J'aime beaucoup les autos électriques, j'aime suivre cette actualité-là. Évidemment, il y a beaucoup d'innovations, des nouveaux modèles, j'aime voir évidemment les constructeurs qui expérimentent, qui réussissent, qui échouent dans certains cas. On a vu notamment là, aux États-Unis les manufacturiers de camions comme style pick-up là, qui ont eu énormément de difficultés à mettre ça en marché de manière profitable. Mais bon, les Chinois arrivent, ça va évidemment amener beaucoup de choix sur le marché canadien. Ça va être évidemment très intéressant au cours des prochaines années. Et bon, même si c'est pas pour tout le monde aujourd'hui, autant sur le plan de l'autonomie que sur le plan du portefeuille, hein, ça reste relativement coûteux. Ce qui m'intéresse là-dedans, je vais vous avouer, c'est ce qui s'en vient dans 5, dans 10, dans 15 ans. Quand on se projette à long terme, on voit notamment que le prix des batteries, le prix de ces véhicules-là diminue très rapidement, de sorte que inévitablement, bientôt, ça va arriver comme un peu au même niveau. Donc, il va y avoir un choix, c'est-à-dire au même prix. Est-ce que tu préfères l'essence ou l'électrique? Chacun fera son choix, mais ce sera peut-être moins un obstacle. Puis l'autre élément, c'est, comme je le disais, l'autonomie. Chose certaine, en tout cas, le Québec, on est aux prises, comme beaucoup d'endroits dans le monde, avec ces débats de société, toutes sortes de gens qui ont des avis dans un sens comme dans l'autre. Les politiciens aussi le suivent un peu ces moments de popularité variables, j'ai envie de dire. Mais à l'échelle mondiale, en tout cas, les ventes de voitures électriques, eux, continuent de gagner du terrain, là, malgré l'Amérique du Nord. Les plus récentes prévisions de l'Agence internationale de l'énergie dit qu'une voiture neuve sur 3 environ vendue en 2026 sera électrique, ce qui est quand même une progression rapide. Puis c'est intéressant parce qu'on ne le sent pas, ça, ici en Amérique du Nord. Au Québec, je crois qu'on est autour de 13, 14, 15%. Donc de dire qu'à l'échelle mondiale, il y aura un véhicule neuf vendu sur 3 qui sera électrique, ça veut dire qu'ailleurs, les taux de pénétration sont beaucoup plus élevés. Pour un sujet comme celui-là, c'est toujours intéressant d'aller vers des experts. Daniel Breton est président et directeur général de Mobilité électrique Canada. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je viens de dénoncer cette statistique-là. Là, un véhicule sur 3 sera bientôt électrique dans le monde. Enfin, 9 vendus sera électrique. Le débat au Québec ne donne pas du tout cette impression-là actuellement. Comment est-ce que tu expliques justement cette disparité entre la situation mondiale et la situation qu'on vit ici au Québec actuellement? En fait, les chiffres de vente du Québec sont meilleurs que ce que tu viens de dire, mais là, on est confronté à un problème qu'on a déjà vécu en 2018, en 2022, à savoir que comme le prix du carburant a considérablement augmenté depuis quelques mois et que le retour du rabais fédéral a ajouté un élément d'incitatif à l'achat de voitures électriques, on se retrouve une fois de plus avec les concessionnaires qui manquent d'inventaire. Donc, autrement dit, ça a un impact sur les ventes à court terme de véhicules électriques. Mais la différence, évidemment, ça vient en bonne partie de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il est arrivé au début 2025, qui a dit, nous, on va tout faire à notre pouvoir pour détruire le marché des véhicules électriques, détruire l'électrification des transports, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a reçu $1 milliard des compagnies pétrolières quand même. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça a joué dans l'équation. Donc, il y a plusieurs constructeurs qui ont reculé dans leurs objectifs d'électrification des transports. Mais paradoxalement, ce qui fait que les ventes de véhicules électriques recommencent à grimper, c'est le même Donald Trump à cause de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs constructeurs qui se retrouvent un peu pris de court parce que les autres, ils disaient « Oh yeah, on réussit à faire en sorte de convaincre Donald Trump d'y aller moins vite ou de reculer. » Puis là, on est pris parce qu'on a ralenti la production. Donc, là, on se retrouve avec pas d'inventaire chez de nombreux constructeurs automobiles en Amérique du Nord.
Ouais. Je regardais un peu le ranking en bon français, le classement là, des pays qui ont les plus hauts taux de pénétration. Évidemment, la Norvège, on en parle souvent, le Danemark. Il y a le Népal du roulement là, à Oui, 68%. L'Islande. C'est évidemment des pays très différents. Certains oui, froids, d'autres chauds. Bon, parce que ce sont souvent des arguments, là, le climat qui est peut-être un peu défavorable au Québec à l'adoption de cette technologie-là. Ça reste que le Québec a cette chance extraordinaire d'avoir une énergie peu chère. Je oui. veux un peu t'entendre, tu es dans le milieu, puis je veux pas... Il y a une opposition là, que je peux un peu comprendre, mais d'où ça vient culturellement, cette espèce de réticence à changer, alors que plusieurs autres pays quand même similaires, ou en fait avec des enjeux un peu similaires, sont beaucoup plus friands. D'où ça nous vient cette absence de volonté qui est très répandue dans la population? Je me pogne avec des oncles puis des membres de ma famille. Je veux pas casser du sucre sur leur dos, là, mais d'où ça vient, selon toi, cette opposition-là fondamentale? Ben, je vais commencer par répondre souvent ce que je dis à mes amis quand ils me parlent du climat. Je leur dis, ah oui, comme tout le monde le sait, la Norvège est un pays tropical. C'est pour ça qu'ils sont juste à 97% de vente de véhicules électriques. Mais blague à part, écoute, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mon père travaillait pour General Electric à l'époque. Puis là, c'était le début de la vente des micro-ondes. Et là, on entendait toutes sortes de théories farfelues sur l'impact des micro-ondes sur la santé. Puis je me rappelle aussi de l'arrivée des téléphones cellulaires. Donc, il y a des gens qui sont souvent résistants ou réticents aux nouvelles technologies. C'est normal. Ouais. Mais lorsqu'il est question d'électrification des transports, il y a une chose qui est importante que les gens sachent, c'est que non seulement la culture de l'automobile fait partie intégrante de la culture nord-américaine, donc on est très nord-américain à ce niveau-là. Je tiens quand même à rappeler que le Canada a été classé en dernière place sur la planète par l'Agence internationale de l'énergie par rapport à l'efficacité énergétique des véhicules qu'on conduit. Autrement dit, on est habitué d'avoir de très gros véhicules peu efficaces, puis c'est pas un gros problème parce que les gens trouvent que l'essence coûte cher au Québec ou au Canada. Mais il faut être allé en Europe, il faut être allé en Asie pour voir que l'essence n'est pas si chère. On en parlait beaucoup en début d'émission. D'ailleurs, Donald Trump qui a demandé est-ce que les pétrolières baissent leur prix. Mais bon, je diverge. Ça reste que, bon, là, on a eu des subventions. Certains critiquent ces mesures-là, disant que c'est coûteux. Je parle évidemment des subventions à l'achat. Le pétrole est cher. Il y a comme plusieurs mesures. Et pourtant, bon, tu me disais que j'avais pas exactement les bons chiffres, mais tu sais, on est loin du 50%. Là. On est loin de... J'ai l'impression que ça progresse très, très, très lentement. Est-ce qu'il y a, sur un horizon de 5 à 10 ans, qui était celui qui avait été initialement retenu par le gouvernement du Québec, est-ce qu'il y a, pour toi, de l'espoir de voir ce mouvement vraiment là, se mettre en place plus rapidement? En fait, je vais être encore plus direct que ça, Francis. Cet été, nous sommes dans une période très particulière. Il y a une consultation au niveau fédéral sur les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules légers, où il y a une consultation qui se passe présentement. Ouais. Il y a une consultation qui vient de se terminer au Québec sur les ventes de véhicules électriques. Il y a une campagne électorale qui débute sous peu. Il y a une consultation en Colombie-Britannique. Donc, il y a des constructeurs qui luttent de toute leur force contre la réglementation, quelle qu'elle soit. Donc, moi, ce que je sens, ce que j'entends de la part de certaines personnes qui travaillent dans l'industrie, c'est qu'ils essaient de ne pas trop en fournir pour donner l'impression aux gens que les ventes de véhicules électriques baissent parce que les statistiques donnent l'impression que ça baisse, alors que dans le fond, c'est qu'en fournissant pas d'inventaire aux concessionnaires, bien, les gens ne peuvent pas en avoir aussi rapidement qu'ils voudraient. C'est quand même une drôle de stratégie, effectivement. Maintenant, il y a, je le disais, à l'échelle mondiale, environ un véhicule sur 3 neuf qui est électrique. Si tu avais à prendre un pari là, dans 10 ans à l'échelle mondiale, quoi que fasse le Québec, là, on va être rendu où? Dans 10 ans, à l'échelle mondiale, on va être d'après moi autour de 60%. La Chine, évidemment, mène le bal. Les États-Unis, s'ils ne se réveillent pas rapidement, l'industrie automobile américaine va être littéralement pulvérisée parce que la technologie de ce qu'on voit avec les meilleurs véhicules chinois, même les Sud-Coréens, les Américains, OK, comme Tesla, Lucid, Rivian, je veux dire, les constructeurs traditionnels... Les Big Three, là, Stellantis... Ce qu'on appelait les Big Three, là. Ouais. Écoutez, eux autres ne sont pas sortis de l'auberge. Et d'ailleurs, le président de Ford dans le monde... Monsieur Farley, oui. Il faut qu'on travaille avec les Chinois. À peu près tous les constructeurs traditionnels que nous connaissons maintenant ont des ententes de participation, de collaboration avec les Chinois. Parce que les Chinois, eux, ont décidé de
dire, écoutez, on est tellement en retard sur les véhicules à essence qu'on va passer par-dessus la technologie, on va développer nos propres chaînes d'approvisionnement de façon verticale, ce qui fait que moi, j'étais à Shanghai en début d'année. C'est assez stupéfiant de voir à quel point Ouais. ils ont une longueur d'avance sur la plupart des constructeurs traditionnels, et au niveau de la technologie, mais aussi au niveau des prix. Moi, personnellement, comme tu sais, Daniel, je suis un enthousiaste, je le disais en introduction, mais ce qui me fait le plus peur, c'est justement l'avenir industriel d'Amérique du Nord si on n'est pas capable de prendre un peu ce virage-là en matière de manufacturier. C'est quand même un peu ironique d'entendre le président Trump vouloir ramener de la production sur le continent, mais d'éliminer, ce faisant, les panneaux solaires, les éoliennes, les véhicules électriques. C'est un Ouais. drôle de pari. Daniel Breton, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette fin d'émission. Je salue évidemment toute l'équipe en régie, Noah Pimento-Lepage, Emma Gobeil, Maxime Troulot et toi, Florence Lamoureux. À demain. Merci beaucoup et on se retrouve demain, même place, même heure pour l'émission du retour.